Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home à Valenciennes, nous avons le plaisir de recevoir Apolline Deville. Bonjour. Bonjour, merci de votre accueil. Mais je vous en prie. Alors, donc, vous êtes écrivaine depuis 10 ans aujourd'hui, enfin un peu plus de 10 ans, ouais, c'est ça un peu plus. J'ai eu une grosse coupure entre les deux, mais oui, ça fait quand même quelques temps que j'écris, ouais. Très bien. Donc, vous avez écrit 4 livres, plus le petit dernier. C'est ça, c'est exactement ça. Là, je vais sortir mon 4e roman la semaine prochaine, mais effectivement, en tout, je serai à mon 5e ouvrage, parce qu'il y a aussi un livre pour enfants que j'ai écrit l'année dernière, mais en tout, c'est mon 4e roman, effectivement. Très bien. Alors, quelles sont vos inspirations ? Mon quotidien. J'ai l'impression en fait de rien inventer. J'observe des scènes de vie, qui soient des scènes de ma vie et de la vie d'autres personnes, et en fait j'en fais un mélange et j'en crée une histoire. Il n'y a pas une anecdote dans les romans que j'ai réellement inventé en fait. J'ai l'impression, je pense que je fais quand même preuve d'imagination, mais vraiment je m'inspire de tout ce que je vois au quotidien. Potentiellement, dans un futur roman, je vais parler de vous, c'est évident. Pourquoi pas, je sais avec plaisir. Mais le lieu dans lequel on est là aujourd'hui, c'est sûr et certain que je vais en faire une description. Ouais. À un moment donné, je vais parler d'un grand miroir. Ça va vous influencer. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est hyper... Moi, j'adore observer les gens. J'adore écouter les gens. Et du coup, je trouve que quand on l'écrit, c'est encore plus beau. Donc, c'est ce que je fais. Et vous arrivez donc à retenir dans votre mémoire et d'inscrire des petits instants, des petites choses, et puis pas toujours. Ouais. Il faudrait que je m'améliore là-dessus. Il faudrait avoir en fait un bloc-notes et puis avoir toujours de quoi noter. C'est exactement ça. Et parfois même, quand je rêve, je me dis, l'histoire, elle peut être géniale. Et du coup, il faudrait que je l'écrive tout de suite et j'oublie. Et c'est pareil, que ce soit pour les rêves ou pour le quotidien. Je me dis, ça, c'est une anecdote ou quelque chose que je vis qui est drôle, ou une blague qu'on me sort. Et je me dis, ça, il faudrait que je le mette dans un roman. Ça peut être vachement bien, ça peut être punchy. Et je l'oublie. Et ça, du coup, il faudrait que, effectivement, j'ai toujours un petit bloc-notes pour le remettre. Mais quand j'arrive à m'en souvenir, je sais que là, dans le dernier roman, il y a un passage qui se passe dans une voiture qui est, j'espère, très drôle, et c'est exactement ce que j'ai vécu avec ma sœur. Et quand elle l'a lu, forcément, elle s'est reconnue, parce que c'était un passage qui nous avait fait beaucoup rigoler déjà à le vivre. Voilà. Comment vous est venu d'écrire un jour, comme ça, votre premier livre ? Alors, en toute sincérité, c'était l'ennui dans ma vie. J'avais 25 ans. J'avais déjà une vie bien rodée, j'étais en couple, j'avais pas d'enfants, j'avais une maison qui était propre. Et donc quand on est célibataire sans enfants et qu'on habite en campagne, faut s'occuper l'esprit. Et je me suis dit, je vais me raconter des histoires. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé un roman, je ne savais pas encore comment il allait s'appeler, et je l'ai appelé L1. Déjà, je pensais déjà en écrire plein. La fille un peu prétentieuse. Et, non, mais voilà, c'était j'avais de l'espoir. J'étais optimiste, pas prétentieuse, optimiste. Et après, j'ai eu mon enfant, mon fils. Et j'ai arrêté de m'ennuyer, comme par hasard. Non, mais, franchement, pour le coup, j'ai complètement oublié cette histoire-là. Et un jour, j'ai dû retourner dans mon vieil ordinateur parce que je cherchais des photos de ma mère. Et je tombe sur un document Word qui s'appelle L1. Et je le lis. Et je suis à fond dedans. J'adore ce que je lis. Et je m'étais pas... c'était 10 ans plus tard. J'avais 25 ans au début. Et j'ai recommencé à lire cette histoire. J'en avais 35. Et vraiment, je lis, mais je dévore. Et je me dis, mais c'est génial, je veux connaître la suite. Sauf que la suite, elle n'était pas écrite. Il fallait que je la fasse. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à écrire. Et je l'ai appelé Le Petit Prince aime les fleurs de jasmin, parce que le fils qui est né entre-temps, moi, dans ma famille, on l'appelle Le Petit Prince. Et ma fille s'appelle Jasmine, donc les fleurs de jasmin, c'est aussi une référence à mes 2 enfants. Voilà. Très bien. Et donc, est-ce que vous étiez lectrice déjà avant ? Ouais, j'adore lire. C'est difficile de lire en écrivant. Donc quand je suis en train d'écrire un roman, j'arrête de lire. Parce que je trouve toujours que les autres écrivent mieux que moi déjà, donc ça me met des complexes. Et en fait, quand je suis dans mon histoire, je suis vraiment avec mes personnages tout le temps. J'arrive pas à sortir de ça.
je les ai dans la tête tout le temps. Et donc, c'est vrai que quand je suis en période d'écriture, je lis plus. Mais sinon, oui, j'adore lire et je trouve ça hyper important de continuer à lire et j'aimerais que les gens lisent plus. C'est tellement facile de regarder Netflix. C'est moi-même, je suis très série, mais je trouve que notre imagination, elle est beaucoup plus stimulée quand on lit. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des blocages créatifs ou des doutes quand vous écrivez ? Oui, notamment pour celui qui va sortir. Le premier roman, il y a eu une grosse coupure de 10 ans, du coup. Et quand j'ai continué à le réécrire, ça a été facile. Le deuxième, j'ai l'impression que mes doigts tapaient tout seuls sur l'ordinateur, tellement ça a été d'une facilité déconcertante. C'était fluide. C'était un peu... c'est très... C'est une grosse partie de mon histoire, en fait, dans ce roman-là, donc c'était très facile. Et le troisième, ça s'est déroulé parce que j'avais des choses à vider. J'ai perdu ma mère entre le 2 et le 3. Et du coup, le 3, ça a été un pansement pour moi d'écrire ce roman-là. Et j'ai entamé le quatrième roman très sereinement. J'avais plein de choses à raconter. Je vais vous raconter encore une histoire un peu triste, mais entre-temps, j'ai perdu mon frère, en plein milieu du roman. Et là, c'était hyper dur, j'arrivais plus à écrire du tout. Je souffrais trop. Je me suis fait vraiment très très mal pour essayer de réécrire, de recontinuer à me remettre derrière mon petit calepin. Et après l'ordinateur, j'avais plus d'inspiration, c'était vide dans ma tête. Et je me suis dit, il faut pas que tu te laisses aller. Et donc j'ai recommencé à écrire. C'était dur parce que c'était un contexte familial compliqué suite au départ de mon frère. Et il y avait les enfants à gérer, j'en ai 3 maintenant. Il y avait le quotidien à gérer et je me suis dit, il faut pas lâcher. Et j'écrivais la nuit. J'ai souffert comme jamais pour écrire ce roman. Vraiment, et je voulais pas, et je me le devais à moi d'écrire. Je le devais aux personnes qui ont vécu notre épreuve. Et donc maintenant, je suis hyper fière du résultat et j'ai hâte qu'il sorte pour boucler la boucle. Le deuxième roman, donc du coup, vous disiez que ça avait vraiment filé tout seul. Vous avez mis combien de temps à l'écrire ? Franchement, je pense qu'entre les relectures comprises, j'ai mis moins de 6 mois. Ça a été très très vite. Même moins que ça. Je pense que j'ai mis 4 mois. J'écris mes romans en vacances, donc souvent au mois de juillet, dans ma tête. Je prends un petit calepin comme le vôtre, là, et je fais des résumés de chapitres tous les jours. Tous les jours, je pars avec mon petit vélo, à 6h du matin, je me prends 1 heure pour moi avant que les enfants se lèvent, je vais chercher mes choco-noisettes le matin, parce que ça s'appelle les choco-noisettes sont meilleures au petit matin. Et je me dis, objectif, une balade en vélo, un chapitre. Et quand je reviens, j'ai mon chapitre. Et je suis revenue de là, j'avais déjà toute mon histoire. À la fin des vacances, j'avais mon histoire. Je suis rentrée en septembre, j'ai écrit en 2 mois et après j'ai relu, je pense qu'il sortait en décembre. Ah non, mais il a été... j'ai même pas cherché. De ce fait-là, comme j'ai lu ce livre-là, et j'ai les personnages vraiment dans ma tête et justement... quand je l'ai lu, j'étais aussi en partie en vacances aussi. Et donc, de cette, j'avais en tête. Et parfois, quand je voyais des situations, ça me faisait penser au livre. Et c'est assez... c'est très vacances. Ouais. Hein. Ce livre-là, on est en vacances tout le temps. Ouais, c'est ça. Pourtant, il y a des scènes difficiles. Il y a des scènes, très émouvantes. Je repense à Léon. Ouais, Léon. C'est le chouchou de mes lecteurs, Léon. Ouais. Les gens aiment beaucoup Léon. Complètement. Enfin voilà, je laisse la parole. Donc du coup, je vais peut-être te laisser montrer un peu. Ouais, voilà. On parlait hors antenne de découverture des livres. Vous avez une illustratrice ? Non, je l'ai fait toute seule. C'est vous qui l'avez fait vous-même, qui l'avez dessiné ? Non, pas dessiné. J'utilise un logiciel qui s'appelle Canva. D'accord. Mais j'adore faire ça. Je peux passer des heures et des heures à faire les couvertures. Je m'amuse. Et du coup, c'est un livre qui est 100% vous. Enfin, vous faites la couverture, vous faites l'écriture. Il n'y a personne qui vient vous conseiller, qui vient vous aider, qui vient mettre un petit peu sa patte quelque part. Alors là, pour le dernier roman qui est là, j'ai demandé... j'ai fait 2 maquettes.
Et la semaine dernière, j'ai demandé aux personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux de choisir entre les deux. J'ai aussi un entourage qui m'aide beaucoup sur la relecture. C'est l'erreur que j'ai faite sur le premier, je ne me suis pas assez fait relire. Et en fait, là, j'ai une dizaine de personnes qui relisent les livres et à qui je demande quand même leur avis sur les couvertures, parce qu'il faut que les couvertures, elles signifient quelque chose par rapport au livre. Et c'est comme ça que, par exemple, pour le deuxième, je sais que quand je suis en salon du livre, les gens tout de suite vont vers le deuxième, sur Les Choco-Noisettes sont meilleurs au petit matin, et ils me disent toujours « j'adore la couleur bleue ». Alors, mais c'est pas moi, c'est la chance que j'ai eue, donc j'ai choisi la couleur bleue, et du coup, j'en changerai jamais. Enfin, c'est... Même le vert. Ah, le vert, c'est doux, hein. Le vert est doux, mais après, je fais en fonction de mes goûts à moi, et ça marche plus ou moins par rapport aux gens que je croise. En tout cas, les Choco-Noisettes, les gens adorent le bleu. Et si vous aviez un auteur auquel vous vous identifieriez, ce serait lequel ? Il n'y en a pas un qui vous inspire ? Parce que moi, quand je vois vos couvertures, ça me fait penser... Aide-moi, les crocodiles pleurent. C'est des titres aussi. Hein, ouais, carrément. Quand j'ai vu vos couvertures, ça m'a fait penser à ça. Alors, je ne sais pas si c'est écrit de cette façon-là, mais en tout cas... les titres même de vos romans, ça fait vraiment rien penser... que dans le titre, il y a une histoire. Ouais. J'aime bien effectivement... Alors, j'ai un trou de mémoire aussi sur... Ah ouais, Pancol, évidemment. Catherine Pancol. J'adore Catherine Pancol. J'adore Grimaldi. J'adore Agnès Martin-Lugnan. J'adore... C'est vraiment mon style, quoi. Enfin, je suis très, très cliente de ça. Aurélie Vallogne. Oui, j'aime beaucoup. J'essaie de sortir de ça. J'essaie de changer un peu, mais je reviens toujours à ça. Parce que c'est votre façon d'écrire et de... C'est un peu mon style aussi, tout à fait. Et du coup, là, vous parliez d'un livre pour enfants. Ouais. Pourquoi ? Alors, quand j'étais enceinte de ma troisième, je me suis posée un petit peu, j'ai arrêté de travailler pendant quelques temps pour m'occuper d'elle. Et je suis devenue complètement anxieuse d'un point de vue écologique, de l'avenir, pas de la planète, parce que la planète s'en sortira bien sans nous, mais surtout de l'humanité. Et je me disais, j'ai fait 3 enfants, et pour qu'ils souffrent derrière, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir leur réserve, et j'étais devenue complètement extrémiste. Bah ouais, je travaillais pas, je m'occupais pas, tu vois. Donc ma tête n'était qu'à ça, dans ma campagne. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais toujours dans la répression avec mes enfants. Je leur disais, arrête de faire couler l'eau, je ne veux plus t'acheter de jouets neufs, et puis le plastique, c'est pas bien. Et puis, en fait, je voyais dans leur regard que, ils comprenaient pas, parce que je leur expliquais rien du tout, en fait. Et donc, j'ai utilisé ce temps-là, le temps de mon congé maternité, pour faire cette BD pour enfants, que j'ai faite aussi sur Canva complètement. Oui, vous allez dire les illustrations, c'est du Canva. C'est du Canva. Vous, mais j'aimerais bien un jour que ce soit par un vrai dessinateur. Et en fait, Page AB, qui est un petit extraterrestre qui va sur la planète Terre, fait un triste bilan de ce qui se passe sur la planète et il décide, il va rencontrer un petit garçon qui s'appelle Elliot, qui est le petit-fils d'un agriculteur, et ils décident à 2 de partir en mission pour sauver la planète. Et Page AB, c'est la première... chaque syllabe, c'est la première syllabe des prénoms de mes enfants. Parce que je leur devais ce roman-là. J'étais toujours en train de les disputer parce qu'ils avaient le malheur de laisser le robinet ouvert quand ils brossaient leurs dents. Et quand ils ont lu le roman, ils ont dit « Maman, c'est génial !» C'est trop bien, Page AB, c'est trop bien. Et donc voilà, je leur ai écrit ce petit roman-là pour montrer aussi à tous les enfants qu'on peut tous être des super-héros quand on décide de faire des tout petits gestes. C'est à force de faire des petits gestes qu'on peut au moins être fier de soi à la fin de ce qu'on a fait. C'est bien parce que c'est une belle démarche en plus, c'est ludique et puis c'est expliqué d'une manière... Sans faire peur, c'est surtout ça. Je veux dire, parce qu'il y a toujours un côté anxiogène quand on parle de ça et là c'est pas du tout le cas. C'est vraiment Page AB qui est déçu parce qu'il se rend compte que les poissons sont malheureux, il y a des arbres qui parlent, il y a des poissons qui parlent, il y a des oiseaux qui parlent et qui leur disent qu'ils sont pas heureux à cause des humains. Et on explique que c'est pas parce que l'humain est méchant, c'est parce que l'humain sait pas.
parfois qui fait mal. Et donc c'est vraiment de la pédagogie autour de ça. J'ai pas la prétention de donner des leçons parce que je sais pas comment on va faire pour s'en sortir, mais vraiment c'est des tout petits trucs qu'on peut dire aux enfants. Exactement. En fait. C'est beau. Petite graine. C'est ça. Exactement. C'est pas grand chose, mais ça fait du bien. En tout cas, moi je me dis, j'aurais aussi fait un petit truc pour ça. Pour en venir à la sortie donc, du dernier roman, donc alors il sort le 12 octobre, c'est ça ? C'est ça, ouais. Très bien, vous avez hâte ? Mais tellement. Ah ouais, non, tellement. J'ai vraiment hâte de savoir ce que les gens vont en penser parce que les 3 premiers, c'est une trilogie. Et là, je sors des personnages habituels. Donc j'espère ne pas décevoir, en tout cas. Et justement, comment se distingue le livre par rapport aux œuvres précédentes ? Alors je sors complètement des personnages habituels. Donc il n'y a plus Léon, Léa, Louise qui ont un peu marqué les lecteurs que j'ai. Et là, c'est vraiment une histoire de fratrie. Le personnage principal s'appelle César. C'est quelqu'un de bien, mais qui s'en rend pas compte. Et il a un peu le syndrome de l'imposteur. Il a toujours l'impression de ne pas être assez bien pour les autres. Et je raconte un peu l'histoire ou pas ? En résumé, ouais. En fait, César est pompier. Ça fait partie de sa personnalité. Il aime bien aider les gens. Et un jour, il arrive sur une scène où il y a une structure qui est tombée sur une foule. Et malheureusement, il y a une personne qu'il connaît dans cette foule-là qui va décéder. Et il va beaucoup, beaucoup culpabiliser de ça. Et donc, il décide de partir. À cause de sa culpabilité, il va partir au Canada. Il va vivre là-bas quelques années. Et un jour, un coup de fil de son frère le rappelle à la réalité. Et il faut qu'il revienne en France. Et il faut qu'il essaie de se confronter à sa famille. Voilà, c'est le début de l'histoire. J'aime bien commencer par des débuts tristes. Et, quelle a été l'inspiration pour ce dernier roman ? Alors j'étais en manque d'inspiration justement et j'ai un collègue qui partait vivre au Canada. Et on s'est fait un dernier déjeuner un midi. Et on parlait de ça. Je lui disais que je cherchais une nouvelle histoire de roman. Et puis à force de discuter, je me suis dit j'ai envie d'avoir un personnage qui part aussi au Canada. J'ai envie de le faire partir. Et à partir de là, je me suis dit, maintenant qu'il est au Canada, qu'est-ce qu'on fait ? Et pourquoi il est parti au Canada ? Et pourquoi il est pompier ? Le frère de mon collègue en question était pompier. Je me suis dit, ça va, j'ai le métier. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux ? Je veux aussi une fratrie, parce que je fais partie d'une fratrie de 3. Et je sais comment ça fonctionne. Et donc, je me suis dit, je vais un peu mettre mon frère et ma sœur dans l'histoire. En l'occurrence, César était un peu inspiré de mon frère. Je ne savais pas ce qui allait se passer pour mon frère. Mais c'est l'histoire de ce livre. Et donc, je me suis dit, je vais faire un truc autour de la fratrie, de la famille. Je vais essayer de faire des rebondissements comme d'habitude. Et est né les croque-monsieur du dimanche soir. C'est quelque chose qu'on fait dans ma famille. On mange des croque-monsieur le dimanche soir. Ouais, j'allais vous demander justement de où venait le titre du roman. C'est rigolo. En fait, toutes les familles ont des petites manies, des petites habitudes. Et moi, le soir, j'ai pas envie de faire à manger. Je vous le dis, le dimanche soir, j'ai pas envie de faire à manger. Et quand j'étais petite, c'était pas mal reste crêpes. Et dans mon foyer à moi que j'ai créé avec mon mari et mes enfants, on fait souvent des croque-monsieur. Donc les croque-monsieur des dimanches soirs, c'est comme ça que... le César, qui est le principal protagoniste, en fait, il le dit à un moment donné, si un jour je réussis ma vie, c'est que j'arriverai à instaurer un rituel tel que les croque-monsieur du dimanche soir dans ma famille. Moi, mon seul but dans la vie, c'est ça, c'est d'avoir une vie de famille heureuse qui, le dimanche soir, mange chez croque-monsieur. Vous participez à des salons du livre, vous avez des dates là à nous communiquer J'en ai beaucoup. Des prochains. Il faudrait que j'ai mon téléphone. Où on pourrait vous retrouver ? En fait, alors je sais que je suis à Vitry en Artois en novembre. Je vais faire des dédicaces au Leclerc de Saint-Amand-les-Eaux. J'en ai plein, mais là j'ai un trou de mémoire parce qu'en fait vraiment tout mon agenda est rempli. Vous avez un site ou quelque chose où on peut retrouver les dates sur mon compte Instagram, là je vais commencer à communiquer sur les dates. Mais j'ai quasiment tous les week-ends à partir de fin octobre, je suis dehors. Super. Ouais. C'est chouette. Ah ouais, non, j'ai vraiment hâte. J'ai dit plein de fois.
Pensez-vous explorer un autre genre littéraire à l'avenir ? Oui, je suis en train. D'accord. Je m'arrête plus. Bon. On peut en savoir un peu plus Oui, alors c'est le roman que je suis en train d'écrire. Celui-là, du coup, quand je me suis dit dimanche soir, il était écrit depuis l'été dernier. Et là, en ce moment, je suis en train d'écrire un roman qui s'appelle Les enfants de la Terre des Eaux, qui est un peu plus noir. Ok. J'essaie de sortir, comme pour la lecture, j'essaie de sortir de ma zone de confort. C'est plus difficile, parce que c'est moins naturel forcément. On verra ce que ça donne. Je suis au milieu, aux 2 tiers, on verra. Ok. Alors, on approche la fin. Est-ce qu'on peut vous retrouver donc sur les réseaux sociaux ? Instagram, Facebook. Comment on peut acheter vos livres ? Dans les salons où je vais, sur les plateformes type Fnac, Amazon, toutes les plateformes de téléchargement possibles, et en librairie sur commande. Très bien. Vous pouvez les avoir partout en France. Du Valenciennois ? Alors, oui. Je fais aussi j'ai aussi des partenariats avec les librairies du coin, à Saint-Amand, à Valenciennes. Parce que vous êtes de là-bas d'ailleurs ? Oui, je suis de Saint-Amand-les-Eaux. Oui, j'ai des accords. J'ai un accord aussi avec Assomin. J'ai quelques accords par-ci par-là, mais sinon après ils sont disponibles dans toute la France sur commande. Ok, encore juste une dernière chose. Donc c'est la sortie le 12, et est-ce qu'il y a quelque chose ce jour-là, un événement marquant pour... Alors, la vraie vérité, c'est que mes 3 enfants sont nés en octobre et c'était le seul week-end où il n'y avait pas d'anniversaire d'enfant. 5, 26, 30, il me restait un week-end libre et je me suis dit, allez, ce week-end-là, c'est parfait. Très bien. Bon, écoutez, on vous souhaite vraiment... Merci. Toute la réussite, vraiment tout ce dont... J'espère. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour l'invitation. C'était hyper agréable. C'était avec plaisir, vraiment. En tout cas, c'est très touchant. Déjà, rien que l'histoire des Choco-Noisettes, c'est vraiment déjà les personnages. C'est vraiment une très belle histoire. Donc, merci beaucoup. J'imagine que le reste est tout aussi bien. Moi, j'essaie de faire en sorte que mes personnages soient attachants. En tout cas, moi, je suis attachée à mes personnages. Nous allons marquer une pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. On se retrouve, à tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.